Les pharaons, les pyramides, une passion décidément bien française et ce n'est pas Nicolas Grimal qui dira le contraire. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes égyptologue, académicien, professeur au Collège de France. Cet entretien s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du partenariat avec le Collège de France où vous êtes titulaire de la chaire Civilisation pharaonique, archéologie, philologie, histoire. Vous y êtes depuis l'an 2000 et on est en 2020. Vous tirez votre révérence puisque vous quittez vos fonctions. On va bien entendu en parler. Avec nous également Pascal Bourgault du service culture de TV5 Monde. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On va vous entendre dans quelques instants. Professeur, l'égyptologie, c'est franchement une passion française. Comment l'expliquez-vous ? Oui. Oui, c'est une passion française, historiquement, affectivement, psychologiquement. Mais c'est une passion qui a des raisons pas toujours très avouables. Il faut le reconnaître. N'oubliez pas que l'Égypte ottomane a été ensuite aux mains des Britanniques. Les Français ont été les perdants politiques de l'opération, mais du coup, ils ont été les grands gagnants culturels. Ils ont été le grand recours, les amis qui permettaient de lutter contre les méchants Anglais. Et donc, la passion pour l'égyptologie a été nourrie, en fait, des relations qui se sont établies avec le Khedive, entre le Khedive et notre pays. Et du coup, la France s'est trouvée relativement privilégiée pour la découverte des antiquités pharaoniques. On a eu Mariette, on a eu un accès au terrain très tôt. Et puis, il y a surtout la personnalité extraordinaire de Champollion, mais on va l'évoquer, bien sûr. Qui d'un coup, a lancé une discipline qui n'existait pas et qui a d'abord été française. L'égyptologie et la passion de Nicolas Grimal, comment êtes-vous tombé dedans ? Comme il se doit, comme la potion magique, quand j'étais petit. Non, je suis tombé dedans parce que je suis d'une famille d'universitaires. Mon père était un grand latiniste. Et qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes le fils de quelqu'un de très connu? Qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Pas faire le même métier que lui, mais vous êtes obligé. Et puis j'ai rencontré les pharaons quand j'étais tout petit. Et là, ça a été tout de suite le coup de foudre. Alors là, Pascal, on voit des images du musée de la place Tahrir au Caire. On verra tout à l'heure des images aussi du nouveau musée qui était en construction et qui l'est toujours. Mais on va s'intéresser donc à vous, à d'autres musées, d'autres expositions. Il y en a encore une récemment en France qui a prouvé tout l'amour pour la discipline. Absolument. Vous vous souvenez de cette grande exposition des trésors de Toutankhamon à la Villette, à Paris, qui a remporté un succès fou, 1,3 million de visiteurs. C'est plus que la dernière exposition qui avait été consacrée au même trésor en 1967, vous vous en souvenez, au Grand Palais. Comment on explique cet engouement du public ? Oh là, d'abord un excellent marketing, il ne faut pas l'oublier. C'est une exposition à grand spectacle, qui a été très médiatisé. En 67, les moyens médiatiques n'étaient pas les mêmes. Donc, il y avait beaucoup moins de publicité, c'était beaucoup moins connu. Malgré tous les efforts de Madame de Roche-Noblecourt, l'exposition est quand même restée relativement confidentielle. Cette grande médiatisation, elle vient aussi du besoin qu'ont les autorités égyptiennes d'utiliser l'égyptologie à des fins économiques. Le pays vit du tourisme en grande partie. Le pays est en grande souffrance depuis des années. Et donc tout est bon pour faire revivre et pour faire revenir les gens. Il suffit que vous regardiez le prix des croisières, le prix des séjours, etc. Donc il y a tout cela qui est encouragé par l'Égypte elle-même. Et puis il y a cette tradition française. Et en même temps, il y a l'exotisme pour le public, l'égyptologue. Si vous comparez un mathématicien et un égyptologue, le mathématicien a une cote d'amour plus faible que l'égyptologue, alors qu'en fait, il ne devrait pas. Prenez quelqu'un, si j'ose me comparer à lui, mais il me pardonnera s'il entend cette émission, prenez quelqu'un comme Serge Haroche, notre prix Nobel de physique, qui est vraiment un génie, et qui diffusait un enseignement absolument extraordinaire. Mais il avait moins de monde que je n'en avais. Ce qui n'était pas raisonnable. Ce qu'il apporte à la science est beaucoup plus important que ce que j'apporte moi. Mais moi, il y a les pharaons, il y a les momies, il y a ce mythe de la mort qui terrasse, de la vie qui terrasse la mort. Mais quand vous dites, professeur, l'Égypte a besoin économiquement de cela, et quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de trouvailles, notre équipe à TV5 Monde, on y était encore récemment, vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant, parce qu'on a une surprise pour vous. Mais est-ce que vous iriez dire que ces découvertes, elles sont un peu mises en scène ? Non, mais attention, l'archéologie, on a l'impression que l'archéologie, c'est quelque chose de magique. Tout d'un coup, quelque chose apparaît, c'est comme ça remplit tout l'espace, etc.
Je vais reprendre l'exemple des mathématiques. Un nouveau théorème va s'appuyer sur des masses de connaissances absolument énormes, mais on n'imagine pas que ce soit le hasard. On n'imagine pas que tout d'un coup, dans la baignoire, on crie Eureka et puis le théorème est trouvé. Alors qu'on imagine que l'archéologie, c'est du hasard. Prenez de très très belles découvertes récentes. Les fouilles de Pierre Thalès sur la mer Rouge, où il a trouvé un port pharaonique contemporain des pyramides, des archives en papyrus qui décrivent la construction même des pyramides, le transport, qui permettent de décrire l'administration. C'est quelque chose de fabuleux, c'est pas un hasard. Derrière, il y a 20 ans de travail, il y a une exploitation documentaire extrêmement forte. Alors évidemment, on trouve, Carter aussi, il a trouvé Toutankhamon, mais il l'a cherché pendant fort longtemps, et il l'a trouvé par une série de déductions qui tenaient plus du raisonnement mathématique que de la pioche heureuse. Et il y a aussi un vrai travail de vos confrères et de vos consoeurs égyptiens et égyptiennes. Bon, la petite surprise, allez, j'en ai parlé, on regarde. Pourquoi ce mot d'égyptologue? C'est une branche particulière de l'archéologie? Oui, c'est une branche particulière parce que l'Égypte est particulière. Donc, il y a les archéologues, égyptologues, ce sont les gens qui fouillent. Il y a les égyptologues qui ne fouillent pas, qui s'occupent des textes et de la religion. Plutôt que de fouiller, ils s'occupent de ce qui sort, le résultat des fouilles. Donc, il faut savoir la langue et c'est très important. Et évidemment, ça a commencé après Champollion, parce qu'avant Champollion, il n'y avait pas grand-chose. C'était surtout les fouilles et les monuments qu'on voyait. Ouais. Tandis que maintenant, on a des monuments qui ont été reconstruits. Il y a énormément de choses à comprendre à travers ces monuments, parce qu'ils sont complètement inscrits, couverts de textes, aussi bien les temples que les tombes. Et ça, c'est une autre branche de l'égyptologie. Et vous l'avez forcément reconnu, Faiza Haikal? Oh oui, c'est une vieille complice de pas mal d'années. Ça fait un certain temps que nous travaillons ensemble. Je ne voudrais pas dévoiler ni son âge, ni le mien. Ouais, on l'avait rencontré donc devant un mot sur le Grand Musée du Caire. Il est toujours en travaux. Oui. Ouais. Oui. C'est difficile. Il est beaucoup plus complexe aujourd'hui de faire un musée qui soit aussi complet que l'est par exemple le Louvre, avec les laboratoires d'analyse, avec de restauration, etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'autrefois. Ça demande la mise en œuvre de technologies très pointues, qui demandent des personnels eux-mêmes parfaitement formés. Or, l'Égypte n'a pas, au-delà du niveau de la maîtrise, par exemple, des physiciens capables de travailler réellement sur un accélérateur de particules ou des choses comme ça. Donc, c'est pas si facile que ça. Faiza Haikal, grande égyptologue, parlait de Champollion, de son importance. Justement, il a d'ailleurs sa statue, je porte sur votre contrôle, au Collège de France. Absolument. Il y a enseigné il y a enseigné très peu de temps, puisqu'il est mort un an après avoir fait sa leçon inaugurale. Ouais. Et voilà, en tout cas, vous êtes d'une certaine manière un de ses héritiers, non ? J'ai l'honneur d'être un de ceux qui lui ont succédé. Oui. Voilà, donc la modestie de notre invité. On va regarder ce reportage maintenant de Dominique Derda, de notre partenaire France 2. Il est bien entendu question de ce grand homme, Champollion. D'ailleurs, en 2022, l'an prochain, on célébrera le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par ce grand homme. Regardez. Longtemps, ils ont gardé leur mystère, ces temples égyptiens. Personne ne savait plus déchiffrer ces messages gravés dans la roche il y a plus de 3000 ans. Leur signification s'était perdue avec les derniers pharaons. Jusqu'à ce 17 septembre 1822, lorsqu'un Français, Jean-François Champollion, présente devant l'Académie des Belles-Lettres à Paris son mémoire sur l'écriture égyptienne. Avec Champollion, la parole est donnée aux Égyptiens. Avant lui, on ne comprenait pas les textes. Et son arrivée, sa découverte, donne aux scientifiques la possibilité d'accéder aux textes et de les comprendre. Jean-François Champollion est né à Figeac, dans le Lot, en 1790. Très jeune, il se passionne pour l'Antiquité, l'étude des langues anciennes, et il se fixe un défi, percer le secret des hiéroglyphes qui ressemblent à des rébus. C'est grâce à cette pierre, exposée aujourd'hui au British Museum de Londres, qu'il va parvenir à résoudre cette énigme. Elle a été découverte dans la ville de Rosette, dans le delta du Nil, par un soldat français lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Un scribe y a gravé un texte en grec et en égyptien ancien surmonté de hiéroglyphes. Champollion a l'intuition qu'il s'agit du même récit et parvient par analogie à reconstituer des mots, des phrases, un pas de géant pour l'égyptologie.
Au Collège de France, dont il fut l'un des plus brillants élèves, on enseigne aujourd'hui encore l'art de lire et d'interpréter les hiéroglyphes. Le regard qu'elle nous donne, c'est pas un regard sur les quelques siècles qui ont précédé notre propre histoire. Non, c'est plusieurs millénaires autour du bassin méditerranéen, là où jaillit une civilisation parmi les premières, parmi les plus importantes. La civilisation, elle se crée là. En 1828, Jean-François Champollion réalise enfin son rêve. Il va passer 18 mois en Égypte. Le vice-roi veut offrir un cadeau à la France et c'est lui qui est chargé de le choisir. Ce sera l'obélisque de Luxor. Mais sa santé est fragile. Jean-François Champollion meurt le 4 mars 1832 à l'âge de 41 ans à peine, 4 ans avant l'inauguration du monument sur la place de la Concorde à Paris. Voilà une réaction à ce reportage, professeur Champollion. Ça fera l'an prochain le 200 ans qu'on a 22, oui, c'est la lettre à Monsieur Dacier, c'est-à-dire la publication officielle à l'Académie de la découverte des hiéroglyphes, du système hiéroglyphique. Et vous savez, il y a une légende dont Champollion était juste à côté de l'Académie. Il était dans un petit atelier et là, il travaillait évidemment beaucoup comme une brute, parce que Champollion, c'était un grand égyptologue, mais c'était aussi un écrivain de pièces de théâtre, de pamphlets, de romans, etc. Et il travaille, et tout d'un coup, il comprend. Et la légende veut qu'il se précipite dans la rue, il va jusqu'à l'Académie, où il va chez le secrétaire perpétuel au cri de « Je tiens l'affaire ». Et il s'évanouit. Le génie terrasse l'humain. C'est une histoire romancée, bien évidemment, mais c'est toute la vie de Champollion. Passion, du feu, un génie incroyable, un sens de la recherche incroyable, et en même temps un homme qui s'est épuisé. Mais qu'est-ce que ça permet d'apprendre de la civilisation égyptienne, tout cela qui, Napoléon disait du haut de ces pyramides 40 siècles vous contemplent, ouais. Oui, un petit peu plus maintenant, oui. Effectivement, vous savez, l'écriture, c'est la clé de la culture égyptienne. Les Égyptiens, c'est un peuple qui a beaucoup écrit. Je dirais même, c'est un peuple de gras de papier, ou plutôt, pardon, de gras de papyrus. Les monuments sont pleins d'inscriptions. Les temples sont couverts d'inscriptions. Prenez les temples d'époque ptolémaïque et romaine, ils sont couverts d'inscriptions. Les tombes sont inscrites, sont décorées, et il y a une littérature administrative, religieuse, funéraire, littéraire absolument énorme. Et vous, vos plus belles fouilles, vos plus belles découvertes, si vous deviez nous en donner une, ou une anecdote, ou enfin en tout cas votre beau souvenir? J'ai le bonheur actuellement de fouiller en dehors de l'Égypte. Je fouille à Byblos, sur le port antique de Byblos. Ça, c'est déjà une vraie... Au Liban. Oui, c'est une vraie récompense à soi seul. Mais sinon, j'ai eu la chance d'être dans des chantiers, en particulier dans le désert libyque, à une époque où l'on ne soupçonnait pratiquement rien de l'habitat des oasis. J'ai eu le bonheur de mettre au jour une ville, de mettre au jour des tombes de gouverneurs d'oasis. Et puis de participer, en dirigeant les fouilles de Karnak, de participer à des très très belles découvertes. Personnellement, moi, ça va vous paraître ridicule. C'était un jour, je fouillais un tas d'ordures. Ouais. Mais un tas d'ordures, évidemment, qui était vieux de 5000 ans. Hein, on va pas... À Balat, à Ain Assil, qui était le début, enfin c'était le début de la fouille de la zone urbaine, la zone urbaine d'une installation égyptienne contemporaine des pyramides de Saqqara, à peu près. Et je fouillais donc une maison, et en particulier je faisais un sondage dans le dépotoir de la cuisine de cette maison. Les archéologues, vous savez, vous nous donnez un champ d'épandage, on est ravis. Bon. Donc j'étais en train de dégager ça, et je trouve un petit morceau d'argile, tout petit, qui était le reste qu'avait pincé une femme qui faisait un pot pour faire cuire son pain. Elle l'avait façonné et elle avait enlevé une petite escarbille d'argile comme ça, et il restait son pouce et son index. Mais croyez-moi ou pas, j'ai mis mon pouce et mon index dans ces empreintes. C'était fabuleux. C'était rien et c'était tout. Pascal, on va maintenant parler du cinéma, parce que, bien entendu, c'est un art qui puise dans ce patrimoine multimillénaire égyptien. Bien sûr, source de mille aventures. Alors, on va commencer par une polémique autour d'une personne que vous connaissez bien, Cléopâtre.
Vous vous souvenez sûrement du film qui a été inspiré de sa vie, le film de 1963. Cléopâtre était incarnée par Elizabeth Taylor, la magnifique Elizabeth Taylor. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'un des films les plus longs et les plus chers de l'histoire d'Hollywood. Bon, alors il va y avoir une nouvelle version, 2021, réalisée par des femmes, à la réalisation et au scénario. Et forcément, l'actrice est une jeune actrice israélienne qui s'appelle Gal Gadot. Je ne sais pas si vous la connaissez. Aussi magnifique qu'Elizabeth Taylor, mais sa présence et sa nationalité posent question. Certains se disent pourquoi Cléopâtre doit être incarnée par une Israélienne, pourquoi pas une Égyptienne, pourquoi pas une Arabe, pourquoi pas une actrice un peu plus foncée. Bon, alors d'autres répondent, mais finalement, Cléopâtre n'était pas totalement égyptienne, puisque Pas du tout. Voilà, puisque elle est la petite fille de Alexandre le Grand, donc elle est gréco-macédonienne. Alors, première question, à quoi ressemblait Cléopâtre? Et puis, comment expliquer ce déchaînement de passion, en dehors, évidemment, de l'aspect politique, sur cette personnalité de Cléopâtre? Une petite question avant de répondre à la vôtre. Oui. Qui fait ce film? Donc c'est une équipe de femmes. Oui, Donc, mais la de quel réalisatrice, c'est des Américains. Patty Jenkins qui a fait Wonder Woman, et la scénariste, c'est... Je vois. Ouais, voilà. Donc c'est Ouais, pas vous un savez, projet israélien. Cléopâtre, quand on se réfère à la littérature antique, et en même temps au seul portrait qu'on a d'elle, qui est sur une médaille, hein, elle n'était pas très belle. Elle avait effectivement un côté un petit peu pruneau, comme ça, pas extraordinairement jolie, mais elle était très intelligente. Elle avait un charme absolument fou, un charisme extraordinaire. Et en même temps, elle était polyglotte. Dans cette société d'Alexandrie où toute la Méditerranée se rencontrait, elle était fascinante justement pour ça. C'est d'ailleurs ce qui a fasciné les benets romains qui sont arrivés à ce moment-là. Ils sont tombés sous le charme de cette femme qui avait une longueur d'avance très très nettement sur eux, quels qu'ils aient été, puisqu'elle en a eu plusieurs, comme vous savez. Donc je ne crois pas que c'était un prix de beauté. Et faire jouer Cléopâtre par une femme dont on ne verrait que le physique me paraît un peu une erreur. Mais pourquoi vous demandez la nationalité des réalisatrices? Parce que, pour comprendre pourquoi c'est une actrice israélienne qui a été choisie. Parce qu'il est évident que ça ne va pas plaire dans le Proche-Orient. Ça paraît évident. Mais qui peut avoir cette idée sans penser à mal, sinon des Américains? C'est pour ça que je posais la question. Voir s'il y avait une intention derrière. Non, mais la polémique est mondiale, hein. De toute façon, on se rassure. Alors, on va vite terminer également sur une autre inspiration, hein, puisqu'il y a d'autres histoires. Les archéologues, c'est quand même les personnages de fiction par essence. On se souvient d'Indiana Jones, évidemment. C'est un peu vous, en fait, d'une certaine manière. Attention, les romans et de Agatha Christie, évidemment, Meurtre en Mésopotamie, Mort sur le Nil, où également une nouvelle version va être tournée cette année. Et alors, je vous propose de terminer en beauté avec un tout petit extrait. Ah, donc voilà. Mais je vais me permettre de glisser une anecdote. Oui. Vous savez que quand Agatha Christie a épousé Malawan, qui était un grand archéologue, elle avait déjà une vie longue et elle avait été mariée avec le Major Christie, etc. auparavant. Et elle était déjà célèbre. Et un jour, un journaliste lui a posé une question de journaliste, pardonnez-moi. Bon. Elle a dit, mais quel avantage y a-t-il à épouser un archéologue? Elle a eu cette réponse qui, moi, me charme. Vous savez, jeune homme, a-t-elle répondu, plus vous vieillissez, plus il s'intéresse à vous. Génial. Professeur, juste en un mot, 20 ans quand même d'enseignement au Collège de France, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Le collège, c'est un espace de liberté extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte, hein, c'est notre devise, enseigner la science en train de se faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une université, on ne répète pas les cours, on fait un cours original, systématiquement, sur des choses inédites, nouvelles. Donc en fait, c'est un stimulus terrible. Merci. Ça vous force. Merci beaucoup, professeur Nicolas Grimal, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pascal.